Qilong est actuellement étudiant à l'université, vivant en ville, loin de son village pauvre natal. Malheureusement, il se rend dans son village pour se recueillir sur la tombe de son grand-père. En chemin, il reçoit un appel du chef de la police locale, lui demandant de se rendre au commissariat dès son arrivée. Une fois arrivé, il se rend au commissariat et le chef lui annonce la terrible nouvelle. La tombe de son grand-père a été déterrée la nuit dernière, et le seul témoin de l'incident est un homme ivre qui repose au cimetière. Il prétend avoir entendu quelqu'un creuser une tombe, et quelques instants plus tard, toutes les pierres tombent saluent tout le monde. C'est Batman. Et dans la vidéo éducative d'aujourd'hui, je vous propose un récapitulatif complet d'un autre anime chinois. Celui-ci compte 3 saisons et je l'adore. Dans cette histoire, tout le monde pensait que Noah Sorai était un lâche, mais il a fini par devenir le maître de l'art martial le plus puissant du monde. Il s'appelle Zhang Balès, sont tombés d'un coup. Ce récit est plutôt suspect, mais l'homme ivre affirme que c'est vrai. Le lendemain matin, lorsque le chef de la police se rendit sur les lieux du crime, il découvrit que, si les autres tombes avaient été déterrées, le corps du grand-père de Qilong ne s'y trouvait plus. Il comprit que, s'agissant de la famille Zhang, il ne pouvait s'agir d'un simple pillage de tombes, car il s'agissait d'une famille de puissants artistes martiaux. Il s'apprêtait à appeler Qilong immédiatement pour lui signaler l'incident, lorsqu'une jeune fille aux cheveux en bataille s'approcha de lui et se présenta comme Feng, une parente qui n'avait pas vu son grand-père depuis longtemps. Au début, le chef de la police ne la crut pas, mais elle avait les bons documents et son histoire semblait vraie. Elle expliqua qu'elle était liée à la famille Zhang, ce qui convainquit le policier. Il raconta tout cela à Qilong, qui n'en revenait pas de voir surgir de nulle part un parent plus âgé. Il maudit la situation et quitte le poste de police, furieux, pour aller vérifier la tombe de son grand-père. Il n'arrive au cimetière qu'à la nuit tombée, lorsqu'il entend soudain quelqu'un creuser. Qilong comprend que le pilleur de tombes est à l'œuvre et décide d'obtenir des preuves de son identité. Il attend le bon moment et prend une photo du pilleur, qui s'avère être Feng. Elle finit par le voir, car il a eu la bêtise de faire du bruit en prenant la photo. Remarquez, Qilong court aussi vite que possible, mais alors qu'il cesse de se croire en sécurité, Feng lui saute dessus et le frappe violemment à la tête avec une pelle. Qilong perd connaissance, et lorsqu'il reprend connaissance, il découvre soudain le zombie devant lui. Le zombie l'effraie terriblement, et il ne sait pas quoi faire, jusqu'à ce que Feng lui plante un couteau dans la bouche. Même après avoir été sauvé, Qilong est toujours désespéré, car sa nouvelle parente ressemble à la fille du film L'Appel, et il ne peut rien faire pendant qu'elle le traîne par les pieds. Qilong, connu pour être un grand lâche, lui hurle d'arrêter et ne tente même pas de résister lorsqu'elle le jette dans la tombe vide de son grand-père. Feng lui dit qu'il mourra parce qu'il est sur son chemin, et Qilong lui demande pourquoi elle creuse la tombe de son grand-père, et c'est ainsi que la jeune fille commence à parler de son grand-père. Qilong comprend qu'elle est impliquée dans quelque chose de bien plus important. Il essaie immédiatement de se rapprocher d'elle, l'appelant sa grande sœur, une expression très affectueuse que les Chinois utilisent habituellement pour appeler des amis proches. Il lui demande comment elle va depuis tout ce temps, et Feng le renvoie simplement dans la tombe. Et lorsqu'il tente de sortir, elle lui répond qu'elle n'a aucun lien de parenté avec lui, ni même avec la famille Zhang. Qilong est choqué d'entendre cela, et Feng commence à le salir. Qilong, en véritable lâche, lui hurle d'arrêter, mais ses cris féminins finissent par attirer des zombies qui surgissent du sol. Soudain, Qilong réalise que Feng a cessé de lui jeter de la terre et se met à genoux pour le supplier de le laisser vivre. Il promet de garder le secret si elle le laisse vivre, mais en ouvrant les yeux, il constate qu'elle n'est plus là. Qilong voit Feng abattre les zombies sans effort, ce qui le terrifie. Il se cache tandis que Bao Bao utilise son couteau géant pour couper les zombies en deux. Il court vers la foule de zombies, leur décapite facilement avant d'en frapper un d'un coup de pied. Un groupe de zombies l'encercle, mais elle les coupe rapidement en deux, puis recule d'un bond. Les zombies continuent de foncer sur elle, et elle les coupe sans cesse. De l'autre côté, un zombie s'approche de Qilong, qui se met à pleurer et le supplie de rester à l'écart. Feng remarque l'autre zombie et le repousse d'un coup de pied, sauvant Qilong avant de retourner au combat. Qilong est complètement perdu et pense que ce n'est qu'un rêve et qu'il va bientôt se réveiller dans sa résidence universitaire. Il tente de se convaincre de se lever et de partir, mais en ouvrant les yeux, il constate que les zombies se sont arrêtés, apparemment déconcertés par sa stupidité. Feng renonce à sauver quelqu'un d'aussi pathétique et s'enfuit en souhaitant bonne chance à Qilong. Les zombies l'attaquent et il ne peut que leur crier de reculer. Pendant ce temps, Feng retrouve sa patronne. Elle lui dit qu'ils étaient en retard et que le corps de Maître Zhang a déjà été volé. Elle révèle également que des zombies l'ont attaqué tout à l'heure, mais sa patronne pense que ce n'est pas grave.
Feng leur apprend alors que le petit-fils de Zhang est encerclé par des zombies dans le cimetière et sa patronne panique en apprenant qu'ils ont impliqué un civil dans cette affaire. Il lui demande ce qu'elle fera si le garçon meurt à cause de cela, mais Feng lui assure que Qilong ne mourra pas. Son patron ne comprend pas ce qu'elle veut dire, mais il entend une forte détonation provenant du cimetière, puis voit un éclair semblable à celui du tonnerre. Lorsqu'il se rend au cimetière, il ne trouve que des zombies électrocutés et réduits en cendres. Sa patronne comprend maintenant pourquoi elle croyait que Qilong ne mourrait pas. Après tout, étant son petit-fils, Qilong a peut-être hérité de son pouvoir. Un peu plus loin, il trouve le carnet de notes de Qilong et dit à Feng qu'elle devrait également y aller. Feng ne sait même pas ce que signifie université, mais son patron a déjà les documents nécessaires pour l'inscrire. Le lendemain, Qilong est à son université. Il est en communication téléphonique avec le chef de la police, qui souhaite connaître son avis sur l'affaire du cimetière. Cependant, Qilong ne veut pas s'impliquer dans quelque chose d'encore plus dangereux que ce qu'il a récemment vécu. Il prétend ne rien savoir du pilleur de tombes et demande à son patron de ne plus l'embêter. Qilong va jusqu'à supprimer la photo de Feng de son téléphone portable pour rompre tout lien avec l'affaire, lorsqu'elle apparaît soudain et s'assoit à côté de lui. Qilong est surpris de la voir, mais Feng le salue calmement. Il n'arrive pas à se concentrer en cours car un chasseur de zombies mortels est assis à côté de lui. Mais il trouve finalement le courage de lui demander ce qu'elle fait là. Feng lui conseille alors de laisser ses questions pour la fin du cours et de se concentrer sur le cours. Après le cours, il se retrouve dehors. Qilong affirme n'avoir parlé d'elle à personne et a même supprimé sa photo, car il ne veut plus d'ennui. Il exige de savoir pourquoi elle le suit toujours, et Feng répond qu'elle n'a aucune idée de ce qu'il raconte. Elle prend alors le document contenant des informations sur sa nouvelle identité. Il dit à voix haute qu'elle est une étudiante d'échange originaire de Taïwan. Qilong soupçonne qu'elle essaie de le piéger et lui crie qu'il ne veut pas savoir qui elle est, puis lui demande de ne plus jamais se présenter devant lui. Feng reste insensible un instant, puis appelle un autre de ses supérieurs, qui lui donne la liberté de traiter Qilong comme elle l'entend. Elle décide qu'à partir de maintenant, Qilong sera son serviteur. Il crie de frustration, mais Feng l'ignore et exige qu'il montre le pouvoir qu'il a utilisé pour vaincre les zombies l'autre soir. Elle dit qu'elle savait dès le premier instant qu'il avait un pouvoir immense. C'est pourquoi elle a tenté de l'enterrer vivant pour voir ce pouvoir en action. Qilong trouve cela absurde et refuse de faire quoi que ce soit. Feng sort alors son couteau et se jette sur lui, lui disant que s'il ne montre pas son véritable pouvoir, elle le tuera. À cet instant, des souvenirs traumatisants d'un horrible accident refont surface dans l'esprit de Qilong, qui repousse le couteau de Feng d'un coup de pied et tente de prendre ses distances. Elle reprend le couteau et réalise que Qilong n'est pas aussi fragile qu'il le paraît. Elle avance à nouveau, lui disant qu'il doit prendre ce combat au sérieux. C'est à ce moment que Qilong se souvient du conseil de son grand-père, qui lui avait toujours dit de ne jamais utiliser ses pouvoirs devant les autres. Même enfant, Qilong avait toujours eu des ennuis pour avoir utilisé ses arts martiaux contre des brutes. À l'époque, c'est son père, Shu San, qui lui enseignait le kung-fu. Mais l'entraînement consistait essentiellement à le frapper. Son grand-père, quant à lui, était le seul soutien de Qilong, allant même jusqu'à punir son père pour avoir été trop dur avec lui. Un jour, son grand-père lui montra une technique spéciale utilisant le ki, lançant une attaque invisible qui assomma son père. Il promit d'enseigner cette technique à Qilong, mais seulement lorsqu'il aurait appris les bases du kung-fu. Cependant, Qilong répondit qu'il ne voulait pas apprendre, car il détestait le kung-fu, et pensait que le maîtriser n'en valait pas la peine, car il ne pourrait jamais montrer ses talents à qui que ce soit. C'est alors que son grand-père soupira et expliqua qu'ils appartenaient à une lignée d'artistes martiaux surhumains, mais que les gens les craignaient en raison de leurs différences. Il conseilla à Qilong de faire semblant d'être normal et de n'utiliser ses capacités qu'en cas de danger extrême. Il le mit également en garde contre les autres personnes puissantes du monde et lui dit d'utiliser ses véritables pouvoirs s'il les rencontrait. De retour dans le présent, Qilong réalise que c'est le moment pour lequel il a été entraîné. Lorsque Feng accourt vers lui, il libère son ki, recouvrant tout le terrain d'énergie, tout en invoquant un sort pour accéder à sa véritable puissance. Feng s'avance, mais remarque le changement chez Qilong et hésite. Elle déclare que, n'étant pas normal, il n'a plus besoin de se retenir. Puis, grâce à son ki activé, Qilong esquive facilement les attaques les plus rapides de Feng. Elle lui lance le couteau, mais il le bloque et disparaît, réapparaissant derrière elle. Feng tente de le frapper à nouveau, mais il est trop rapide, et même lorsqu'elle le localise et tente de lui donner un coup de pied, le ki de Qilong forme une barrière protectrice. Il la renverse facilement, et Feng continue d'attaquer avec une vitesse impressionnante, mais Qilong bloque tout, avant de l'attraper par le col et de l'éloigner.
Lorsqu'elle retrouve son équilibre et se met en position de combat, Qilong disparaît à nouveau, réapparaissant à côté d'elle et l'immobilisant. Cependant, Fang ne prenait pas encore le combat au sérieux. Elle triomphe facilement de Qilong, son coup étant si puissant qu'il est complètement nu. Bien que Qilong songe encore au combat, il réalise qu'il n'a aucune chance. Fang décide donc de mettre fin à l'affrontement, déclarant que Qilong sera désormais son serviteur. Il proteste, mais elle le fait chanter, les menaçant d'un secret embarrassant le concernant à l'université. Pour cette raison, et parce qu'il est nu, Qilong accepte. Satisfait, Feng lui tend un vieux téléphone portable indestructible, le fameux Nokia Brick, et lui explique qu'elle lui donnera des instructions s'il en a besoin. Elle s'en va ensuite, laissant Qilong seul et confus. Alors qu'il réfléchit à ce qui s'est passé, deux étudiants apparaissent à proximité. Qilong, gêné de se retrouver dans une situation délicate, se cache. Il observe le couple avec jalousie et se promet qu'un jour, lui aussi aura une petite amie. Plus tard, alors que l'université est vide, Qilong utilise son ki pour rentrer chez lui en toute hâte. Par coïncidence, le même couple prend des photos de la magnifique lune. Cependant, ils capturent autre chose que la lune. En l'occurrence, Qilong rentre chez lui en courant. Oui, à ce moment précis, il a été photographié volant nu devant la lune. Le lendemain, Qilong s'ennuie en cours jusqu'à ce que Feng arrive et lui dise qu'elle a quelque chose d'intéressant à lui montrer. Elle sort son téléphone portable et lui montre la photo de lui volant devant la lune. Qilong est choqué, tandis que Feng lui raconte que des rumeurs se répandent selon lesquelles tout couple qui surprend un homme nu un soir de pleine lune aura de bien meilleures chances de rester ensemble pour toujours. Plus tard dans la soirée, Qilong est allongé dans son lit, tandis que ses colocataires sortent boire un verre. Ils ne prennent même pas la peine de l'inviter, le traitant de minable raté. Ils sortent, et Qilong se plaint que sa vie est trop difficile. Soudain, il reçoit un message privé sur Instagram et découvre qu'il provient d'une très belle fille des cavernes, nommée Liu. Il commence à discuter avec elle et découvre qu'elle est en première année d'université et qu'elle souhaite le retrouver le lendemain soir. À ce moment, Qilong se souvient des sages paroles de son grand-père, qui lui disait que la chance monte et descend comme les vagues de la mer. Alors Qilong se dit « Si la malchance me poursuit depuis si longtemps, c'est que la chance est sur le point de lui arriver. » Il croit maintenant avoir enfin une chance de changer sa vie. Le lendemain, Feng apparaît soudainement et lui ordonne de rencontrer quelqu'un le soir même. Nerveusement, Qilong tente d'expliquer qu'il a quelque chose de très important à faire, mais Feng l'ignore complètement et dit qu'il recevra un appel avec des instructions. Malgré cela, Qilong prend courage et va retrouver la personne dans la grotte. Il éteint le Nokia que Feng lui a donné, déterminé à ignorer ses ordres. Bientôt, la fille arrive et Qilong est fou de joie. C'est son premier rendez-vous depuis 19 ans. La fille le serre par le bras et lui sourit, lui demandant de l'emmener dans un bon restaurant. Qilong accepte sans hésiter. Pendant ce temps, Feng essaie de le joindre, mais se rend compte que son téléphone est éteint. Cependant, elle parvient à le retrouver grâce à une fonctionnalité cachée de son téléphone portable. C'est à ce moment-là que Feng et Liu décident de le localiser, le soupçonnant d'être impliqué dans une affaire dangereuse. De retour à la réunion, la jeune fille semble sous le charme de Qilong et l'invite même chez elle après le dîner. Qilong, tout excité, pense avoir enfin trouvé le coup de maître, et la jeune fille fait le premier pas en se penchant pour l'embrasser. Mais à cet instant précis, elle utilise une technique spéciale et lui frappe le cou. Qilong ressent un léger engourdissement, mais décide de l'ignorer, persuadé qu'il a encore une chance. Lorsque la jeune fille s'approche encore plus, il ressent une vive douleur au niveau de ses parties intimes et se détourne aussitôt, complètement effrayé. Qilong demande ce qui se passe, comprenant que quelque chose ne va pas. C'est à ce moment que la jeune fille rit et révèle qu'elle s'est implanté un insecte venimeux dans le cou, dont les effets ne tarderont pas à se faire sentir. Elle invoque alors un groupe de zombies, et Qilong panique. Elle rit de nouveau, disant qu'elle savait qu'il était un perdant. Pour couronner le tout, elle évoque le sceau de virginité qui l'empêche de sortir avec une femme qui ne l'aime pas. Elle se moque de lui, disant que ce sceau est très drôle car personne ne s'intéressera jamais à lui, donc il restera vierge pour toujours. Désespéré, Qilong décide d'utiliser son ki pour combattre les zombies, mais son énergie se dissipe rapidement et la jeune fille révèle que c'est à cause de l'insecte venimeux implanté en lui. Elle ordonne aux zombies de le capturer et Qilong, se sentant trahi, demande si c'est elle qui a volé le corps de son grand-père. La jeune fille admet que c'est elle qui l'a fait sur ordre d'une certaine organisation, mais elle lui promet qu'il reverra bientôt son grand-père. Et avant que Qilong ne puisse réagir, un des zombies l'assomme d'un seul coup. Pendant ce temps, Feng et Liu remarquent que Qilong est emmené rapidement, probablement dans un véhicule. Ils concluent à un enlèvement et soupçonnent la personne qui commandait les zombies du village de Qilong. Feng décide d'agir rapidement et Qilong est emmené dans une organisation appelée Zensei.
La traîtresse le livre alors à un autre homme, un prodige de cette organisation. C'est lui qui a ordonné le vol du corps de son grand-père et dont le but était d'extraire l'énergie spirituelle résiduelle. Déçu par les résultats, qui ne lui ont pas fourni les informations recherchées, il lui confie la mission d'enlever Qilong. L'homme, Liang, félicite la jeune fille pour avoir accompli sa mission et la nomme officiellement membre de Zensei. Cependant, la jeune fille est frustrée de découvrir qu'aucun rituel ni symbole particulier ne marque son entrée dans l'organisation. Liang rit simplement, affirmant que cela suffit à la déclarer membre. Pendant ce temps, Xia Ye, la sœur aînée de Liang, apparaît. Elle perçoit l'énergie de Qilong et s'excite. Elle commence à le toucher. Cependant, Qilong, gêné, réalise que la douleur causée par le silo de virginité ne se manifeste pas chez elle. Perplexe, il croit que Xia Ye pourrait s'intéresser à lui. Liang l'interrompt et lui ordonne de le laisser mener ses expériences. Liang utilise ses pouvoirs pour interagir directement avec l'âme de Qilong, extrayant ses souvenirs tandis qu'il hurle de douleur. Soudain, quelque chose approche à toute vitesse de la base de Zensei. Sa sœur le sauve juste à temps, et une pierre de la taille d'une balle de baseball heurte la camionnette derrière lui, avec un impact énorme. C'est à ce moment que Feng et l'autre humain au nom compliqué font leur entrée, et Qilong demande immédiatement l'aide de son maître. Le chef de Feng connaît les ennemis qu'il doit affronter et comprend qu'il sera difficile de remporter ce combat. Cependant, Feng affirme qu'il n'a pas à s'inquiéter, car elle les vaincra toute seule. Xia Ye, la jeune fille, salue le maître de Feng et lui dit qu'elle pense à lui depuis un moment et qu'elle a hâte de passer la nuit avec lui. Liang, quant à lui, se demande si ses ennemis, qui viennent d'arriver, ont amené des renforts. C'est alors que Feng dégaine ses couteaux pour combattre, et la jeune fille décide de l'affronter et de terminer le travail qu'elle a laissé inachevé au cimetière en invoquant ses zombies. Le maître de Feng souhaite négocier d'abord et demande que Qilong lui soit remis pacifiquement, promettant de les laisser tous partir sains et saufs s'ils le font, mais il refuse. L'humain utilise alors la télékinésie pour extraire un énorme rocher du sol et le lancer vers lui. Un zombie court pour bloquer le rocher, mais est repoussé. Cependant, Xie frappe le zombie à la tête et détruit le rocher d'un seul coup. Feng court immédiatement vers elle, mais Xie donne un coup de pied dans le corps du zombie qu'elle vient de détruire. Feng le découpe rapidement, puis lui lance une série de coups, mais son ennemi parvient à tous les esquiver. Lorsque Feng pointe un couteau dans sa direction, Xie esquive habilement, même lorsque le couteau transperce sa chemise. Cependant, pendant le combat, Xie finit par perdre l'équilibre, mais les zombies sont envoyés à couvert. Cependant, Feng les coupe rapidement et avance vers sa cible initiale. Alors que Feng s'apprête à frapper Xie, son supérieur la retient en lui disant de ne pas sous-estimer l'une des 4 sorcières principales de Zensei, appelée la broyeuse d'os. Feng lui demande de la tuer, mais il insiste sur le fait qu'elle agira sans réfléchir. Pour se sauver, Xie saisit l'occasion et marche sur la virilité de Qilin, prévenant Feng que si elle ne le fait pas, elle le prendra pour elle. Cependant, nos bons gars ont amené des renforts, et une paire de mains surgit du sol, tirant Qilin au sol. Xie réalise que tout le monde agissait juste pour gagner du temps, afin que quelqu'un puisse sauver le Qilin, mais elle ne compte pas laisser faire. Elle piétine le sol, forçant le Qilin et l'homme appelé Yu Yang à sortir des souterrains. Elle se précipite pour les attaquer, mais son coup de poing le manque de peu, et au lieu de causer des dégâts, elle finit par aider le Qilin à s'échapper. Qilin est désormais plein d'assurance, mais dès qu'il voit le couteau de Feng devant lui, il perd toute confiance. Il s'excuse de l'avoir trompé et de ne pas avoir répondu à ses appels. Il jure qu'à partir de maintenant, il obéira aveuglément à tout ce qu'elle lui dit. Mais Feng ne semble pas disposé à l'écouter et se couche face contre terre avant de le frapper avec son couteau. Le Qilin hurle, mais Feng cherche simplement à se débarrasser du ver venimeux. Elle le libère alors des cordes. Son maître lui demande de veiller sur le Qilin pendant qu'il s'occupe des membres du Zensei. L'homme prévient rapidement Xiaoye que, puisqu'elle n'a pas accepté l'accord de libération du Qilin, il ne la laissera pas s'échapper. Il donne un signal et soudain, les membres de son organisation encerclent la zone. Les ennemis, paniqués à leur vue, tentent de s'enfuir en voiture. Alors que la voiture s'éloigne, Xiaoye enfourche sa moto et suggère à l'homme qui l'a fait battre en retraite de se voir en privé un de ces jours. Alors qu'elle s'enfuit, les gentils les poursuivent pour les empêcher de s'enfuir. Mais comme elle semble vraiment sur le point de s'enfuir, le chef du Qilin annonce qu'il finira par régler les choses avec cet ennemi, et elle s'en va avec le sourire. On voit maintenant que Qilin est encore déçu par ce qui s'est passé, et Feng lui demande pourquoi il n'est pas heureux d'avoir été sauvé. Il lui raconte que son grand-père disait que lorsque beaucoup de malheurs arrivent,
Beaucoup de bonnes choses arrivent bientôt. Et maintenant, Qilin croit que tout cela est un mensonge, car rien de bon ne se passe et aucune fille ne tombe amoureuse de lui. Cependant, Feng lui dit de se réjouir, car sa chance ne peut pas être si mauvaise. Elle pense que sa chance n'est pas la cause de sa chute, et que si sa vie est pleine de problèmes, c'est parce qu'il est un idiot. Qilin se tourne vers Feng en entendant cela, mais elle ne cesse de l'insulter. Elle dit qu'il est tellement stupide qu'il ne se rend même pas compte que toute fille qu'il aborde a des arrière-pensées, et renforce sa naïveté qu'il ne se doute même pas qu'une fille voudrait se rapprocher d'un perdant comme lui. Pendant ce temps, les subordonnés du chef Qilin poursuivent leur traque. Les ennemis ignorent qui les traque, ni leur puissance. Liang, comme toujours, tente de les rabaisser, se moquant de leur ignorance du Zensei, mais avant qu'il ne puisse poursuivre sa provocation, un homme apparaît devant la voiture. Liang jure qu'il peut éviter l'impact, mais l'homme parvient tout de même à s'accrocher au véhicule et tente de l'arrêter de force. Faisant preuve de froideur, Liang utilise son pouvoir pour aspirer l'âme de l'homme, ce qui le force à lâcher la voiture. Avant d'être vaincu, l'homme utilise rapidement son pouvoir spécial pour tirer des balles spirituelles sur le véhicule. L'une des balles touche le pneu de la voiture, qui manque de se retourner. C'est à ce moment que Yan Yan est éjecté de son siège, mais parvient à s'accrocher à la camionnette in extremis. Désespérée, elle supplie Liang de l'aider, arguant qu'ils sont tous deux membres du Zensei. Cependant, Liang se contente de sourire et révèle son vrai visage, affirmant ne rien comprendre à Zensei. Sans hésiter, il fait brusquement demi-tour, jetant Yan Yan dehors, la laissant complètement anéantie par sa trahison. Elle est rapidement capturée, ce qui satisfait le chef de tous, qui déclare que c'est suffisant. Il ordonne également à tout le monde d'emmener Chuan, qui finit inconscient après avoir été insulté par Feng. Le lendemain, Chuan se réveille en maudissant sa vie et en se plaignant de la tournure des événements. Quand quelqu'un frappe à la porte et qu'il ne répond pas, la porte est tout simplement coupée en deux. Feng entre et Chuan est terrifiée de la voir. Impatiente, elle lui ordonne de s'habiller et de la suivre, le tirant par le capot, tout en lui disant que Chuan souhaite le rencontrer. Chuan ne cache pas sa frustration, affirmant ne rien comprendre à ce qui se passe, et Feng répond qu'il pourrait lui poser toutes ces questions directement. Ils arrivent à un service de livraison express, et Feng leur explique qu'elle y travaille. Chun est surpris de découvrir que l'endroit semble parfaitement ordinaire, et demande même en plaisantant s'il y a des cachettes secrètes de super-héros au sous-sol. Juste à ce moment, Chuan apparaît pour répondre à la question, et lui dit qu'il n'y en a pas. Il se présente à Chuan et explique que tous les gens là-bas ont des pouvoirs spéciaux. Il le démontre en soulevant des objets grâce à son ki et explique que les surhumains peuvent manipuler l'énergie d'une manière que les gens ordinaires ne peuvent pas faire. Chuan poursuit en expliquant que les surhumains naissent généralement avec le don de manipuler le ki. Chuan, de son côté, explique que son grand-père lui a appris à s'entraîner pour acquérir le ki. Chuan acquiesce, affirmant que l'entraînement est un autre moyen d'obtenir ce pouvoir. Il ajoute que si certains naissent avec des capacités innées, d'autres s'entraînent pour les acquérir, et ceux qui s'entraînent dur finissent par devenir beaucoup plus forts. Dans l'ascenseur, Chuan interroge Sushan sur Zensei, et Sushan lui explique que Zensei est un groupe qui ne suit pas les règles des écoles ou clans surhumains traditionnels. Contrairement à d'autres organisations, les membres de Zensei agissent de manière imprévisible et sans restriction. Ils arrivent à la cellule où la jeune fille est détenue, et Xushan révèle qu'elle est l'héritière d'une célèbre famille de nécromanciens, qu'elle a disparu 6 mois plus tôt et qu'après avoir reçu une demande d'enquête, ils l'ont retrouvée parmi les membres de Zensei. Xushan réprimande la jeune fille, la qualifiant d'imprudente d'avoir rejoint Zensei sans même les enquêter. La jeune fille rétorque que son choix ne regarde personne. Elle affirme que le groupe de Xushan, qui travaille pour le gouvernement, se considère moralement supérieur et tente d'imposer des règles à tous les surhumains. Elle explique avoir grandi dans la haine de la nécromancie, mais que sa famille l'a forcée à en maîtriser les techniques, car elle était la seule héritière. Jusqu'à l'âge de 15 ans, elle n'avait jamais quitté la maison. Et, hormis sa famille, sa seule compagnie était les zombies putréfiants qu'elle entraînait. Lorsqu'elle maîtrisa enfin les sorts, tout le monde lui conseilla de vivre comme une personne ordinaire, sans jamais utiliser ses pouvoirs, ce qui la mit en colère d'être traitée comme un instrument par sa famille. Elle s'enfuit donc et décida de rejoindre Zensei, persuadée que cela lui donnerait la liberté dont elle avait toujours rêvé. Au beau milieu de sa déclaration, Xuxi, le frère turbulent de Xushan, entre dans la pièce et insulte Xushan, le traitant d'incapable de ne pas être capable de gérer une fille. Il ignore ses ordres de partir et décide d'agir seul. Xuxi s'approche de la fille, exigeant qu'elle lui révèle tout sur Zensei, mais elle refuse,
et Xuxi la jette violemment au sol en guise de réponse. Il interdit toute intervention et commence à lui donner des coups de pied à répétition, ignorant totalement les protestations de tous ceux qui l'entourent. Xuxi continue de tenir la fille par les cheveux en riant, affirmant qu'ils ne sont pas tenus de suivre les mêmes règles que la police ou les autres surhumains. Il taquine la jeune fille, lui disant que, même si elle a la liberté d'être membre de Zensei, cette liberté a un prix. Xuxi la rejette et lui fait comprendre que, puisque Zensei ne respecte pas les règles, les autres surhumains ne sont pas non plus tenus de traiter les membres de Zensei avec respect. La jeune fille tente de résister et lui crie de partir, mais Xuxi rit et dit qu'il fera ce qu'il veut d'elle. Soudain, il sent la main de Chulan sur son épaule, et Chulan dit que s'il veut faire quelque chose avec la jeune fille, l'homme devra d'abord s'occuper de lui. Cependant, au lieu de chercher la bagarre, Chulan surprend tout le monde en demandant à Xuxan de laisser la jeune fille tranquille. Il affirme que cette jeune fille a volé le corps de son grand-père et que, mis à part cela, personne d'autre n'a été blessé par ses actes. Xuxan réfléchit à la proposition et dit qu'il laissera la jeune fille tranquille si elle quitte Zensei et promet de ne plus jamais se mêler d'eux. Xuxi, le frère impulsif de Xuxan, n'est pas d'accord et insiste pour que la jeune fille paie pour ce qu'elle a fait. Il se dispute avec Xuxan et Chulan affirme qu'il fera tout ce qu'il faut pour la convaincre d'ouvrir la bouche et de révéler tout ce qu'elle sait sur Zensei. Voyant la détermination de Chulan à la protéger, elle décide d'ouvrir la bouche et de parler. Elle révèle que Zensei cherchait l'héritage du grand-père de Chulan et que, d'après Liang, ce dernier avait vaincu 12 membres de Zensei grâce à un art martial légendaire. Elle explique que Zensei ne cherche pas à se venger, mais qu'ils sont curieux de connaître la puissance de ce vieil homme. Forte de cette information, Xuxan décide de laisser la jeune fille tranquille, tandis que Xuxi, de son côté, concentre toute son attention sur Chulan, le taquinant et affirmant que le style de son grand-père est digne de pitié et d'estime. Chulan répond qu'il n'a jamais appris ce style et que son grand-père ne lui a enseigné que des techniques de manipulation du ki. Il insiste sur le fait que Zensei se trompe sur les capacités de son grand-père, mais Feng lui répond que cela n'a pas d'importance, car ils continueront à le traquer. À ce moment-là, ils entendent un cri provenant de la cellule voisine et un singe attaché au plafond. Xuxan explique qu'il s'agit de Yuan, l'homme qui a sauvé Chulan et qui a été frappé par Xieye. Il précise que Xieye est l'une des 4 sorcières de Zensei et que, bien qu'elle n'aime pas tuer, son pouvoir est capable de submerger n'importe qui de désir. Xuxan invite ensuite Chulan dans son bureau pour discuter. Son supérieur ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Xuxan explique que son organisation œuvre pour maintenir un équilibre entre humains normaux et surhumains et invite Chulan à les rejoindre. Il refuse immédiatement, prétextant ne pas vouloir s'impliquer dans quoi que ce soit de dangereux ou de compliqué. Xuxan tente de le convaincre en lui parlant d'un bon salaire, mais Chulan, convaincu de n'être qu'un subterfuge, refuse à nouveau. Xuxi, irrité par l'indécision de Chulan, ordonne à Feng de le convaincre. Elle répond en frappant Chulan au visage et en le frappant avec une batte de baseball. Désespéré, Chulan accepte le poste et Xuxi, satisfaite, lui remet tous les papiers. Xuxan prévient Xuxi de ne pas s'immiscer sur son territoire, mais Xuxi affirme avoir l'autorisation de ses supérieurs et qu'il placera Feng et Chulan sous sa protection. Plus tard dans la nuit, Chulan est réveillé, pensant à sa malchance, lorsqu'il entend un bruit étrange venant de l'extérieur. Il ouvre la porte, mais ne trouve rien. Soudain, un démon l'attrape et le met dans un sac. Chunan hurle, mais est emmené chez le maître des démons. La maîtresse du démon est une jeune femme excitée, impatiente de rencontrer le Chulan. Cependant, son partenaire l'empêche d'ouvrir le sac immédiatement, et lorsque le sac est enfin ouvert, le Chulan surgit en utilisant son ki, prêt à se battre. Il les accuse d'être des membres de l'Ensei, mais la jeune femme le corrige, affirmant qu'il voulait simplement le convaincre qu'il n'y avait pas d'autre solution. Pendant ce temps, un autre groupe apparaît, mené par un artiste martial albinos nommé Ling Yu, qui veut également s'emparer de Chulan. Ling Yu le défie, libérant son ki et se préparant au combat. Chulan, quant à lui, refuse de suivre l'un ou l'autre groupe et déclare retourner dormir dans sa chambre. Cependant, Ling Yu, déterminé à le capturer, utilise une technique de manipulation du ki qui surprend Chulan. Les lacailles de Ling Yu se mettent à incanter le même sort que celui utilisé par Chulan pour libérer son pouvoir, le surprenant d'apprendre qu'ils connaissent cette technique. Pendant ce temps, Feng est réveillé par une intense soif de sang et rencontre une jeune fille aux cheveux blancs qui se présente comme membre du groupe Tengekai. La jeune fille annonce qu'ils ont emmené Chulan avec eux et demande à Feng d'en informer Shusan. Mais Feng ne semble pas vouloir se laisser faire. Frustrée, la jeune fille aux cheveux blancs attaque Feng de plusieurs coups et Feng reconnaît en elle une sœur du groupe Tengenkai. Ils échangent des provocations et le combat est interrompu lorsqu'ils ressentent tous deux une explosion d'énergie venant de loin. Chulan fait face aux artistes martiaux du groupe de Ling Yu.
il lutte contre 2 adversaires simultanément et, après en avoir vaincu un, échange des coups avec l'autre dans un combat intense. Les artistes martiaux se replient aux côtés de Ling Yu et confirment que Chulan pratique le même style Tenchi-Fu qu'eux. Ling Yu décide d'entrer en combat et Chulan, complètement enragé, se précipite sur lui de toutes ses forces. Cependant, il est choqué de constater que son coup de poing ne parvient pas à traverser la barrière défensive de Ling Yu. Avant qu'il ne puisse réagir, Chulan est frappé par un coup qui le projette au sol. Il n'en revient pas d'avoir été vaincu d'un seul coup, mais il insiste, se relève et tente un autre coup de poing. Cependant, une fois de plus, son attaque est vaine. Chulan, frustré, crie et insulte son ennemi tout en continuant de l'attaquer. Ce dernier, à son tour, concentre son ki pour former une immense paume et attrape Chulan avec facilité. Avec une pointe de mépris, Ling Yu commente alors sa déception de voir un inconnu utiliser les arts martiaux de l'école Tenchi-Fu avec autant d'incompétence. Après cela, il écrase Chulan au sol et le fait perdre connaissance, ordonnant à ses subordonnés de l'emmener, affirmant que Chulan est un être totalement indigne. Malgré cela, Chulan n'abandonne pas. Il se relève en titubant, déterminé à affronter à nouveau Ling Yu. Chulan admet sa frustration. Après tout, même après avoir rencontré des gens comme lui qui comprenaient sa vie difficile, il se sent toujours seul et impuissant. Il refuse d'accepter que, même parmi les surhumains, il reste un raté qui n'excelle en rien. Il défie Ling Yu en combat, et Ling Yu accepte, l'avertissant que cette fois, il pourrait le paralyser. Chulan accepte le risque, mais avant que le combat ne commence, Fang apparaît et l'interrompt. Elle le réprimande, lui disant qu'il n'a plus besoin de fuir et qu'il est désormais son serviteur. Chulan sourit en la voyant, mais reçoit une gifle pour ne pas l'avoir traité comme son maître. Feng ordonne fermement à Chulan de cesser de se retenir et d'utiliser toute sa puissance contre quiconque le menace. Inspiré par ces paroles, Chulan déchaîne toute sa puissance, surprenant Ling Yu. Il réalise que Chulan s'apprête à utiliser une technique légendaire et, à cet instant, Chulan se souvient de son grand-père, qui avait utilisé une technique de foudre contre lui lorsqu'il était enfant. Déterminé, il charge son corps d'électricité et avance sur Ling Yu avec une vitesse impressionnante. Son ennemi bloque la première attaque, mais Chulan est rapide et apparaît derrière lui, chargeant toute l'électricité de son poing. Il frappe Ling Yu d'un coup puissant, provoquant une explosion massive. Cependant, Ling Yu se reprend rapidement et utilise ses paumes géantes pour capturer à nouveau Chulan. Cette fois, Chulan concentre toute sa force pour se libérer et, à la surprise générale, parvient à renverser son ennemi. Malgré cela, Ling Yu conserve l'avantage. Il reconnaît que la technique de Chulan est le légendaire Hua Yi, une technique de haut niveau de l'école Tenchi-Fu, généralement transmise uniquement aux successeurs du directeur. Ling Yu décide de mettre fin au combat et utilise une version plus puissante de cette technique, Éclair Noir, qui domine complètement la technique de Chulan. Mais avant que Chulan ne soit touché, Fang intervient et neutralise l'attaque avec ses couteaux. Elle affirme que si Ling Yu veut blesser Chulan, il devra d'abord l'affronter. L'ennemi réalise la puissance de Fang et décide de battre en retraite. Avant de partir, il remet à Chulan une invitation pour le tournoi Raiden Taishu, organisé par Tenchi-Fu, qui aura lieu dans un mois. Il déclare que Chulan a le potentiel pour devenir le prochain chef de Tenchi-Fu et lui demande de prouver sa valeur lors du tournoi. Le lendemain, Fang emmène Chulan dans un village reculé au cœur des collines et, suivant ses instructions, lui explique qu'ils y vivront et s'entraîneront isolés pendant un mois. Chulan, confiant après son combat contre Ling Yu, estime cet entraînement inutile. Il croit pouvoir vaincre Ling Yu lors d'un autre affrontement, mais Feng le corrige en expliquant que Ling Yu n'a utilisé qu'un tiers de sa force lors du combat. Elle insiste pour que Chulan prenne son entraînement au sérieux et ajoute que s'il réussit le tournoi, il pourra rencontrer le chef actuel de Tenchi-Fu, qui en saura peut-être plus sur son grand-père. Arrivé à la maison de campagne, Feng demande à Chulan de se taire. Elle s'approche de lui saisit le visage et, avant qu'il ne comprenne ce qui se passe, lui transfère une technique directement dans l'esprit. La douleur est insupportable et Chulan s'évanouit. À son réveil, il demande ce qui s'est passé et Feng explique qu'elle lui a transmis sa propre technique. Il faut maintenant l'entraîner à la maîtriser. Pendant son entraînement, Chulan tente de méditer, mais sa concentration est interrompue lorsque Feng part prendre une douche. À son retour, Feng réalise que Chulan est distrait par des pensées inappropriées et le réprimande. Agacée par son manque de concentration, elle décide de résoudre le problème en amenant 2 femmes pour le dépuceler. Mais Chulan les repousse, insultant leur apparence, ce qui laisse Feng perplexe. Il quitte la pièce en déclarant qu'il retourne au dortoir, laissant Feng incapable de comprendre sa réaction. Il lui dit qu'il en a assez de jouer au maître et à son serviteur, et Chulan lui répond qu'il a longtemps caché ses pouvoirs au monde, mais qu'il l'a fait uniquement parce que son grand-père le lui avait demandé. Mais maintenant que d'autres surhumains sont au courant de son existence, il ne voit plus l'intérêt de continuer à se cacher.
De plus, il ne supporte plus d'être traité comme un idiot par tout le monde et décide de ne plus travailler pour personne. Feng pointe un couteau sur Shulan, lui ordonnant de revenir immédiatement, mais il refuse, même s'il sait qu'il n'a aucune chance face à Feng en cas de confrontation. Shulan est prête à assumer les conséquences pour préserver sa dignité. Elle insiste pour qu'il arrête, mais il ne l'écoute pas, et Feng, perdant patience, coupe la maison en deux. Malgré cela, Shulan continue de partir. À ce moment-là, Feng réalise qu'elle a réagi de manière excessive et répète sans réfléchir qu'elle a fait une erreur. Shusan et Shusi arrivent également, désireux de ramener Shulan, chacun avec ses propres méthodes. Shusan dit à Shusi que recourir à la force serait une erreur, car c'est précisément ce qui a éloigné Shulan d'eux. Il ajoute que Feng n'a ni la capacité de s'excuser, ni le charme nécessaire pour convaincre Shulan. Shusi regarde Feng d'un œil curieux, et Shusan, s'en rendant compte, la transforme en employée de bureau pour faire plaisir à Shulan. C'est alors que la jeune fille de tout à l'heure débarque, travaillant désormais à temps partiel à la livraison express. Elle est stupéfaite de voir la beauté de Feng, habillée en femme, et découvre que cette tenue fait partie d'un plan qu'ils échafaudent pour la forcer à s'excuser auprès de Shulan. Elle rejette donc immédiatement les idées démodées de Shusan et Shusi et décide de relooker Feng plus adapté à son âge. Elle habille Feng comme une fille normale, mais Feng ne peut même pas faire un pas en talons hauts. Pendant ce temps, une voiture s'arrête à côté de Shulan alors qu'il descend la colline. La conductrice se présente comme Fu Saiyan et lui demande de rendre visite à son père, promettant de le traiter mieux qu'à la livraison express. Shulan décide d'accéder à la demande et monte dans la voiture. Il réalise rapidement que ce groupe est extrêmement riche et que le père de Fu Saiyan est une personne très importante qui a tout construit de toutes pièces. À l'entrée, un homme l'accueille et lui présente un artiste martial surhumain. Il est célèbre et son nom est chinois et compliqué. Il souhaite maintenant que Shulan rejoigne son groupe et l'invite même à sortir avec sa fille. Shulan est incrédule. L'homme demande alors à tout le monde de partir, prétextant qu'il souhaite lui parler en privé. Il précise qu'il ne propose pas la main de sa fille uniquement à cause de ses pouvoirs, mais parce qu'il ressent une réelle connexion entre eux. L'homme raconte qu'au début du XXe siècle, leurs grands-parents étaient amis. Il raconte que le monde des surhumains était en proie au chaos pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'une guerre éclata vers la fin entre les différentes factions de surhumains. Cette guerre, bien cachée de l'histoire, avait pour but d'obtenir les pouvoirs de 8 surhumains exceptionnels, différents de tous les autres êtres humains. Taigen, le grand-père de Shulan, était l'un de ses pouvoirs. L'homme démontre alors la capacité héritée de son grand-père, invoquer des fantômes grâce à l'un de ses 8 pouvoirs. Il appelle cette technique la canalisation et explique qu'il souhaite unifier 2 de ses 8 pouvoirs pour découvrir le secret des surhumains. Shulan est surpris par ce qu'il vient de voir et d'entendre, et l'homme lui conseille de bien se reposer pour la nuit. Le lendemain matin, Shulan reprend son entraînement avec la technique de Feng, mais cela lui rappelle sa mère, ce qui gâche son humeur. Soudain, la jeune fille de tout à l'heure entre dans sa chambre avec une masseuse pour aider Shulan à se détendre. Il se sent bientôt comme au paradis, car la masseuse est également une surhumaine et ajuste ses canaux énergétiques pour qu'il se sente merveilleusement bien. Cependant, la jeune fille qui allait devenir sa future épouse est dégoûtée de le voir agir comme un pervers dépravé. C'est à ce moment-là que nous découvrons que la veille, elle avait confronté son père, lui disant qu'elle ne voulait pas sortir avec un loser comme Shulan, mais que son père avait insisté, affirmant que c'était pour le bien de la famille. Il avait tenté de la convaincre que Shulan avait un grand potentiel et qu'elle pourrait finir par l'apprécier. La jeune fille tenta de parler de ses préférences masculines, mais son père se révéla un manipulateur expérimenté. Il rappela à sa fille que, de tous ses enfants, elle était la seule à ne pas pouvoir utiliser sa technique de canalisation spéciale, mais il ne la traita jamais différemment pour autant. Il lui demanda au moins cela pour la famille, même si c'était contre sa volonté. De retour au présent, la jeune fille congédia la masseuse et demanda à Shulan s'il accepterait l'offre de son père. Shulan dit qu'il lui a fait une excellente offre, mais qu'il ne sait toujours pas ce qu'il va faire. Il commande Feng et lui dit combien il se sent mal de l'avoir quitté si brutalement. Elle lui demande s'il préférerait être humilié par cette folle plutôt que d'être traité comme un roi à ses côtés. Et Shulan répond que les deux choses sont différentes. Il sait que Feng l'a humiliée parce qu'elle est insociable et ne montre pas ses émotions, et ignore donc ses sentiments. Cependant, il est certain qu'elle n'est pas avide de pouvoir et qu'elle tient peut-être même à lui. Shulan pense que sa voix était différente lorsqu'il était sur le point de la quitter et se demande si elle se sent vraiment seule. La fille devant lui demande d'oublier Feng, car il pourrait bien rester avec elle s'il rejoignait son père, mais Shulan lui répond qu'il y a un très gros problème qui l'empêche de sortir avec qui que ce soit. Mais la fille devant lui répond qu'elle est déjà au courant de son silo de virginité. Shulan confirme alors, affirmant qu'elle est juste une femme qu'il aime et peut le toucher.
et que c'est pourquoi elle devrait renoncer à sortir avec lui. Cependant, la jeune fille laisse tomber son manteau et décide de montrer à Shulan qu'elle n'est pas du genre à abandonner. Elle s'approche de Shulan, très nerveux, et même lorsqu'elle le touche, il ne ressent aucune douleur. Il lui demande si elle l'aime vraiment, et elle répond qu'elle le fait pour sa mission. Par conséquent, elle l'acceptera sans réserve. Shulan est ravi de savoir qu'une femme aussi belle et talentueuse s'apprête à lui enlever son silo. Il veut passer à l'action immédiatement, mais cela effraie la jeune fille, qu'il cherchait seulement à séduire. Elle le plaque contre le mur pour sa précipitation et finit par abandonner, criant qu'elle ne peut pas supporter un homme aussi pathétique. Juste à ce moment, la réceptionniste arrive pour les informer que Feng est entré dans le bâtiment à la recherche de Shulan. Pendant que Fu Saiyan est occupée, Shulan tente de s'éloigner sur la pointe des pieds, mais elle l'en empêche. Alors qu'il tente de s'excuser, un coup de poing le frappe au visage. Il se demande si Fu Saiyan est si rapide. Il tente de la calmer, mais elle lui assène un coup de poing puissant et lui ordonne de parler avec ses poings. Après tout, c'est un artiste martial. Elle assène une série ininterrompue de coups de poing à Shulan, qui utilise son ki pour se défendre. Fu Saiyan lui dit de reculer, car c'est une femme forte et indépendante qui veut se battre loyalement, même contre les hommes. Shulan décide de lui donner ce qu'elle veut et se précipite pour l'attaquer. Elle esquive facilement tous ses coups et remarque que tout le monde semble le surestimer, comme s'il avait vraiment une grande puissance. Shulan décide de prendre le combat au sérieux et utilise toute sa force pour foncer sur Fu Saiyan. Il la frappe d'un coup de poing, mais Fu Saiyan disparaît et apparaît derrière lui, le projetant au sol. Lorsque Shulan se relève, elle explique que son pouvoir est la téléportation. Le combat reprend, et Fu Saiyan continue de la presser de ses attaques incessantes. Le ki de Shulan faiblit et elle le met à terre d'un coup de poing. Elle lui dit d'abandonner et de rejoindre son groupe immédiatement. Mais Shulan se met à rire, réalisant que cette nature violente est la véritable personnalité de Fu Saiyan. Il se lève et propose un pari. S'il parvient à briser sa technique, elle le laissera partir. Sinon, il fera ce qu'elle veut. Pendant ce temps, Feng entre dans le bâtiment à la recherche de Shulan. Elle trébuche immédiatement sur ses talons hauts en arrivant à la réception et demande à appeler Shulan. La réceptionniste réalise qu'elle possède également des pouvoirs spéciaux et lui annonce que Shulan est occupé et qu'on lui a ordonné de ne pas le déranger. Furieuse, Feng appelle Tia, la réceptionniste, qui appelle la sécurité. 2 gardes tentent de l'entraîner, mais elle utilise ses pouvoirs pour déloger leurs bras et se libérer. Cependant, en atterrissant au sol, elle se tord la cheville à cause de ses talons hauts et tombe. Déterminée, elle se relève et décide de repartir à la recherche de Shulan, tandis que les gardes préviennent tout le monde dans le bâtiment de la présence d'un intrus puissant. Feng continue de vaincre tous ceux qui croisent son chemin. Bientôt, 4 gardes surhumains apparaissent pour la confronter. Le chef des gardes sous-estime Feng et, lorsqu'elle s'approche pour lui demander des nouvelles de Shulan, il tire une balle enflammée sur elle. Feng bloque l'attaque et court vers lui, esquivant les balles. Elle le renverse d'un puissant coup de pied au visage, et soudain, un homme aux capacités élastiques tente de l'attraper. Mais Feng se libère grâce à son ki. Cependant, 3 autres gardes rejoignent le combat. Malgré cela, Feng les bat un par un. Le 4e garde, réalisant qu'il n'a aucune chance, décide de se rendre et laisse passer Feng. En arrivant dans une autre salle, Feng rencontre un artiste martial renommé. Elle explique qu'elle veut simplement retrouver Shulan et ne veut pas se battre, mais l'homme libère son ki et attaque avec des coups rapides. Feng se contente d'abord de bloquer, mais réalise qu'elle est désavantagée par ses talons hauts. Lorsque l'homme la frappe d'un coup spécial, Feng ressent un impact dans tout son corps. Il explique que sa technique permet à son ki de couler comme de l'eau, causant des dégâts même sans impact direct. Il continue d'attaquer et la met à terre. Feng, confuse, décide de prendre le combat au sérieux et, malgré les difficultés, parvient à équilibrer le combat. L'homme utilise ses couteaux guidés par télékinésie que Feng détourne avec ses paumes. Elle réalise qu'il contrôle les couteaux grâce à son ki, mais elle sait que sa technique cache quelque chose de plus. Il continue de l'attaquer de tous côtés, manipulant ses couteaux, tandis que Feng les esquive et les bloque. Elle réalise peu à peu que son pouvoir n'est pas la télékinésie, mais la maîtrise des armes, ce qui signifie qu'il peut utiliser n'importe quelle arme comme une partie de son corps et la contrôler librement grâce à son ki. L'homme la piège avec ses couteaux, puis apparaît derrière elle pour l'achever. Il la maintient tandis que ses couteaux se précipitent sur elle. Mais Feng déplace son épaule pour se libérer et esquive les couteaux d'un bond. L'homme les rattrape avant qu'il ne le touche et loue la force de Feng. Il dit que ce serait dommage de la vaincre ici, mais Feng répond qu'elle ressent la même chose. Elle dit cela car on lui a dit qu'il serait facile de récupérer le Shulan si elle portait des talons hauts. Et elle en porte jusqu'à présent.
Mais il semble qu'elle ne puisse pas vaincre cet homme avec eux. Alors elle enlève ses talons et dit à l'homme que si le Xulan ne revient pas avec elle, ce sera de sa faute. L'homme continue d'attaquer avec ses couteaux, mais maintenant que Feng n'est plus prisonnière de ses talons hauts, elle est beaucoup plus rapide et peut esquiver ses attaques plus facilement. Elle s'approche de lui et porte son premier coup réussi, et Fu arrive alors pour assister au combat. C'est à ce moment-là que le guerrier expérimenté réalise qu'une défaite pourrait lui coûter son contrat d'1 million de dollars. Il attaque donc Feng à nouveau, mais elle se contente de grimper sur un couteau et d'esquiver ses attaques. Il lui demande comment elle peut avoir l'air si différente juste après avoir enlevé ses talons hauts, et elle se plaint que celui qui a inventé les talons hauts devait être le plus grand ennemi de l'humanité, car personne ne peut se battre avec ça. L'homme est frustré d'avoir été transformé en clown, mais Feng ne semble pas vouloir perdre plus de temps avec lui. Elle lui demande de lui dire où se trouve Qiulan afin qu'elle puisse le reprendre. L'homme, voyant là une chance de sauver son emploi, agit comme s'il ne s'était pas battu sérieusement jusqu'à présent et qu'il avait retenu ses forces parce qu'elle était une fille. Il lui demande de s'agenouiller et de supplier, et Feng, probablement une fille autiste, pose sa main sur la tête de l'homme et le force à s'agenouiller. Il recule et attaque, frustré. Mais elle esquive simplement l'attaque et se relève d'un bond avant de lui transpercer le crâne avec ses talons hauts. Elle se tourne ensuite vers Fu et lui demande s'il sait où se trouve Qiulan. De son côté, la fille de tout à l'heure acceptait le défi de Qiulan. Elle s'avance alors et le frappe sans prévenir. Le coup l'atteint au visage. Elle prétend avoir gagné, mais Qiulan lui dit que c'était un mauvais départ et qu'ils vont maintenant faire les choses correctement. Elle lance un autre coup de poing que Qiulan anticipe facilement et bloque. Surprise, elle décide de poursuivre l'attaque, mais tous ses coups sont bloqués par l'énergie électrique qui circule à l'extérieur du corps de Qiulan. Vexée, elle accepte la défaite. Qiulan retourne alors chercher son t-shirt pour pouvoir partir en paix. Mais avant qu'il ne puisse partir, la jeune fille l'interrompt et lui demande de lui parler de la technique intéressante qu'il vient d'utiliser. Qiulan répond qu'il l'a développée tout seul. Après avoir appris à manipuler ses rayons, la jeune fille est impressionnée et promet de déjouer sa technique lors de leur prochaine rencontre. Qiulan rit et la jeune fille lui demande ce qu'il a de si drôle. Il répond qu'elle semble très soulagée d'avoir perdu le pari, presque comme si elle refusait de sortir avec lui à tout prix. Elle affirme que c'est vrai, et Qiulan affirme qu'il ne s'intéresse pas non plus à elle, malgré sa beauté, car au final, il veut quelqu'un qui se soucie de lui, pas de son pouvoir. Cependant, il veut toujours ses coordonnées au cas où elle voudrait sortir avec lui plus tard. Effrayée à l'idée de sortir avec lui, elle le jette à terre et il se retrouve juste devant Feng. Qiulan est choqué de la voir et Feng lui dit qu'elle a fait tout ce chemin pour le ramener chez elle. Il répond qu'il ne reviendra pas si facilement, mais lorsque Feng s'incline devant lui et s'excuse, il commence à reconsidérer sa décision. Cependant, il ne reviendra toujours pas si facilement. Et comme Feng semble déterminé à tout faire pour le ramener, il lui demande de faire ce qu'il dit. Elle accepte, et la première chose que Qiulan lui dit est de rester où elle est, comme une statue. Pendant qu'il parle à Fu, Qiulan s'excuse auprès de lui, disant qu'il reviendra pour une livraison express. Mais cela exaspère l'homme. Il libère son ki sombre, lui ordonnant de reconsidérer sa décision ou de le combattre. Qiulan se sent comme une fourmi face à la puissance et à la pression écrasante de l'homme. Mais il rassemble tout son courage et lui dit qu'il a pris sa décision. Dès qu'il le fait, l'homme disperse son pouvoir et rit. Impressionné par la volonté et la détermination de Qiulan, il lui dit de rentrer chez lui en paix. Ce puissant artiste martial révèle alors sa détermination à achever son combat contre Feng, mais son supérieur lui répond qu'il en a assez fait, et même Qiulan se moque de lui, affirmant que Feng peut les tuer d'une simple attaque. L'homme s'emporte et lance ses couteaux sur Feng. Aussi incroyable que cela puisse paraître, elle se laisse toucher, obéissant aux ordres de Qiulan de rester immobile. L'homme rit d'avoir enfin gagné, mais son supérieur est furieux contre lui d'avoir attaqué un adversaire qui ne voulait même pas se battre. Il libère son ki noir et étrangle son subordonné, mettant probablement fin à ses jours. Feng commence alors à saigner abondamment, et Qiulan la serre dans ses bras. Le saignement est très intense, et il ne sait pas comment l'arrêter. Juste à ce moment, Fu lui touche l'épaule, et Qiulan l'attaque sans même s'en rendre compte. Il se calme en entendant sa voix, et Fu tente d'utiliser son pouvoir pour soigner Feng, mais constate qu'il n'y parvient pas. Il appelle alors son fils et lui demande d'utiliser l'esprit qu'il contrôle pour soigner la jeune fille. Le garçon aux cheveux blancs, qui n'a jamais combattu Feng auparavant, invoque l'esprit d'un médecin et le consomme pour emprunter son pouvoir. Il découvre que le cœur et le foie de Feng ont été perforés et retire les couteaux de son corps, tout en essayant de refermer les blessures avec son ki. Soudain,
un serviteur accourt pour annoncer à Fu l'arrivée des membres du service express. Il leur ordonne de les laisser entrer, mais Shushan et Xuxi sont déjà là. Qulan s'excuse auprès d'eux d'avoir laissé Feng se blesser, et Fu s'excuse également de ne pas avoir empêché son subordonné de le faire. Xuxi affirme que tout va bien, car Feng est venu seul à ses risques et périls. Il ordonne au fils de Fu d'arrêter de soigner Feng, car désormais, le service express assumera l'entière responsabilité d'elle. L'homme ne voulait pas abandonner ses efforts pour la soigner, car ses blessures étaient très graves, mais son père lui dit d'abandonner. Shusan récupère Feng, et Shusi dit à Shulang d'arrêter de se laisser distraire et de les rejoindre immédiatement. Ils rentrent chez eux en camionnette et Shulang se maudit d'avoir laissé Feng se blesser si gravement. À ce moment-là, Shusi le gronde, lui ordonnant d'arrêter d'être si lâche, et Shulang l'attrape par le col, lui demandant pourquoi il ne semble pas s'inquiéter pour Feng. Shusan lui ordonne alors de se taire et de ne pas perturber le repos de Feng. Il demande à Shulang d'écouter la respiration de Feng, et lorsqu'il le fait, il constate qu'elle respire comme une personne en bonne santé et que le saignement a cessé. Il est encore plus confus maintenant et demande à Shusan et Shusi de tout lui expliquer. Il veut savoir qui est Feng, pourquoi elle est si puissante et pourquoi elle est si obsédée par lui. Shusan dit qu'il ne peut pas lui en dire beaucoup pour le moment et que la seule chose qu'ils savent, c'est qu'elle souhaite désespérément qu'il rejoigne la livraison express. Ils connaissent ses liens avec l'école Tenshifu et sont prêts à lui apporter tout le soutien nécessaire pour qu'il devienne le prochain chef de l'école Tenshifu. Shulan, insatisfait de la réponse, demande comment ils peuvent utiliser Feng comme un outil pour le contrôler. De plus, comment peuvent-ils la maintenir si obéissante? Shusan répond alors que Feng n'a aucun souvenir de son passé et qu'en échange de son travail, ils enquêtent sur son passé à la recherche d'informations. Quelques jours plus tard, Shulan s'assoit à côté de Feng, qui se remet de ses blessures. Bientôt, Shusan et Shusi arrivent avec des provisions et leur disent d'aller à l'université. Ils pensent qu'elle se réveillera bientôt et qu'elle aura besoin de beaucoup d'énergie, alors ils vont lui préparer à manger. Mais comme ils n'ont rien apporté à manger à Shulan, il part à contre-cœur. Les deux hommes se demandent alors combien de temps ils parviendront à cacher les secrets de Feng et Shulan. Bien qu'il soit idiot, il s'en rendra probablement compte tôt ou tard, mais il compte bien se cacher autant que possible. Soudain, Feng se réveille et fait comme si de rien n'était. Shusan lui demande pourquoi elle n'a pas esquivé l'attaque et répond que Shulan lui a dit de se transformer en statue si elle voulait vraiment qu'il revienne. Elle craignait qu'en bougeant, il ne revienne pas. Shusi, mécontente de cette réponse, se demande pourquoi elle est si obsédée par le perdant. Shusan reçoit une accusation soudaine et est choquée par la nouvelle. Pendant ce temps, Shulan, perdu dans ses pensées, retourne à l'université et s'aventure dans la forêt profonde. Liang, le personnage de Zenzei, le poursuit, mais finit par se perdre et Shulan apparaît soudainement derrière lui, provoquant une mini-crise cardiaque. Liang n'est pas là pour le kidnapper ou lui faire du mal, et tente même de lui montrer qu'aucun de ses coéquipiers n'est là. Shulan lui demande pourquoi diable est-il là, et Liang répond qu'il est là pour s'excuser. Il explique qu'il est né avec le pouvoir de manipuler l'âme et le ki des autres, raison pour laquelle il a volé le corps de son grand-père pour tenter d'extraire le reste de son ki, ou tout indice sur le légendaire style Ki Taijin. Shulan demande ce que cela a à voir avec lui. Et Liang lui répond que maintenant qu'ils ont atteint leur objectif et extrait les souvenirs de son grand-père, il veut les montrer à son petit-fils. Il sort une petite lumière dorée et dit que c'est le dernier souvenir de son grand-père. Shulan est surpris lorsque Liang lui tend la lumière, car il pense qu'il pourrait s'agir d'un piège. Liang est un manipulateur professionnel et lui dit de la jeter s'il ne lui fait pas confiance, mais il ne connaîtra alors jamais les derniers instants de son grand-père. Shulan, toujours paniqué, demande à Liang si Zensei a l'intention de récupérer les 8 pouvoirs spéciaux. Le garçon est impressionné qu'un perdant connaisse les pouvoirs spéciaux, mais il lui assure qu'il ne s'y intéresse pas, même s'il ne peut en dire autant de ses amis. Il part après avoir dit cela, et Shulan décide de tenter sa chance et d'en savoir plus sur les derniers instants de son grand-père. Shulan découvre que la dernière chose que son grand-père a vue, 12 ans plus tôt, était Feng, telle qu'elle est maintenant. Il se précipite au village, car il veut savoir si Xusan et Shushin s'avèrent la vérité depuis le début et la lui ont cachée. Il arrive au village et découvre qu'il est vide et que même Feng n'est pas là. Soudain, il reçoit un appel de Xusan qui lui dit d'aller à l'hôpital. Shulan trouve ses 3 amis en train de regarder un vieil homme malade, le père de Xusan et Xusin. Il vient de se réveiller d'un long coma et voulait voir les visages de ses enfants, ainsi que ceux de Feng et Shulan. Shulan dit qu'il ne connaît pas leur père et qu'il ne se soucie pas de lui. Pour l'instant, il veut savoir si c'est Feng qui a tué son grand-père 12 ans plus tôt. Les 2 frères, choqués, lui demandent qui lui a raconté cela.
Shulan leur ordonne de se taire et se met à crier sur Feng, lui demandant si elle a tué son grand-père. Elle n'hésite même pas et répond innocemment que c'est elle qui l'a tué. Shulan libère son ki de colère, mais le père de Xusan lui demande d'arrêter. Il explique à ses fils qu'il n'y a aucune raison de garder des secrets, puis demande à Shulan s'il veut connaître la vérité sur son grand-père et sur Amu. Shulan lui demande qui est Amu, et le vieil homme lui répond que c'est ainsi qu'il appelle Feng. Il dit que Feng le connaît depuis longtemps, depuis 1944 pour être précis. Shulan est choqué de réaliser que Feng est au moins aussi vieux que son grand-père, et le vieil homme continue son histoire. À l'été 1944, Feng se réveilla subitement dans une grotte, sans aucun souvenir. Alors qu'elle errait sans but, elle croisa deux bûcherons. L'un d'eux revint la chercher, car elle semblait impuissante. Il la jeta par terre et commença à déboutonner ses boutons, lorsqu'un couple influent arriva et le chassa. Ils découvrirent que Feng était une poupée sans émotion et la ramenèrent chez eux. C'est là qu'elle rencontra le père de Xusan, Shu, qui n'était alors qu'un enfant. Le couple influent tenta d'en savoir plus sur cette étrange fille, mais faute d'indices, ils décidèrent de l'adopter. Ils l'appelèrent alors Amu. Elle apprit à parler et à écrire en quelques mois et leur révéla son vrai nom Feng. Cependant, lorsqu'elle essaya de se souvenir d'autre chose, elle eut l'impression que sa tête se fendait et se mit à pleurer bruyamment. La mère de Shu alla chercher un médecin, mais à son retour, Feng était déjà rétabli et méditait. Le garçon et sa mère sentaient que l'air autour de Feng était différent. Le médecin leur expliqua qu'elle utilisait son qi et leur demanda de le cacher aux villageois. Cette nuit-là, Shu interrogea Feng sur son mal de tête et son qi, mais elle ne se souvenait plus comment elle avait appris à faire circuler le qi dans son corps. Elle sentait qu'elle pouvait le faire naturellement. Elle sentit aussi du qi dans le corps de Shu et lui demanda de méditer avec elle. Il fit ce qu'elle lui dit, mais ne sentit aucune différence. Feng réalisa qu'il réfléchissait trop, ce qui l'empêchait d'obtenir du qi. Elle décida donc de l'aider et, grâce à ses conseils, Shu réussit à ressentir et à rassembler son qi. Après cela, il commença à s'entraîner avec Feng en secret. Ils formaient une famille heureuse et le temps passa vite. Pourtant, même après 5 ans, Feng n'avait pas pris une ride et la mère de Shu recevait des demandes en mariage pour Feng, mais elle les rejetait toutes. Shu était d'accord avec elle, car il avait le béguin pour Feng, mais sa mère se moquait de ses désirs enfantins. Elle pensa que ce ne serait pas une mauvaise idée pour Feng d'épouser son fils si elle l'aimait. Cependant, lorsqu'on lui posa la question, Feng resta perplexe, ne comprenant pas le sens du mot « aimer quelqu'un ». Elle se gratta la tête en essayant de comprendre, puis le couple puissant lui dit d'arrêter de s'en faire. Feng n'arrêta pas d'y penser, même cette nuit-là, et soudain, après avoir utilisé son cerveau au-delà de ses capacités, elle fut prise d'un mal de tête. La femme lui dit qu'elle n'avait pas besoin de trop réfléchir et finit par chanter une chanson. Peu après, des bandits attaquèrent le village et commencèrent à piller toutes les céréales des habitants. Et dès qu'ils eurent pris le déjeuner que Shu avait réservé pour Feng, elle arriva sur les lieux en chantant la chanson de tout à l'heure. Les voyous la prirent pour attardé mental parce qu'elle les avait ignorés et décidèrent de s'amuser avec son corps. Le père de Shu supplia les voyous de laisser la fillette et promit de leur donner tout ce qu'ils avaient. Mais les voyous le battirent tout simplement. Lorsqu'il tenta de les attraper, ils lui tranchèrent la gorge. À la grande horreur de tous, Shu courut vers les voyous, furieux, mais fut assommé d'un coup de pied au visage. Les voyous emmenèrent Feng, mais lorsqu'elle entendit la mère de Shu pleurer, elle courut vers elle. C'est à ce moment-là qu'elle lui dit qu'elle ressentait une vive douleur au cœur et que c'était justement à cause de ses pleurs. Elle souhaitait le bonheur de cette femme. Elle lui demanda si cela signifiait qu'elle l'aimait bien, et la femme lui répondit simplement qu'elle était jalouse de sa stupidité et de son ignorance. Feng lui demanda d'arrêter de pleurer et lui demanda ce qu'elle pouvait faire pour la rendre heureuse. La femme se mit en colère et lui dit que le seul moyen d'être heureuse était de tuer les bandits qui avaient assassiné son mari. Le bandit rit et s'approcha de Feng, mais elle lui brisa les dents d'un seul coup de poing léger. Elle dit à sa mère qu'elle tuerait tous les bandits pour la rendre heureuse et trancha immédiatement la gorge du bandit qui tentait de l'attaquer à main nue. D'autres bandits accoururent ensuite pour la perturber, mais Feng les tua tous sans pitié. Shu reprit bientôt ses esprits et, bien que sa mère lui ait interdit de contempler le spectacle macabre qui se déroulait devant lui, il ne put détourner le regard. Alors que les gens ordinaires ne voyaient que Feng tuer les bandits, Shu vit autre chose. Il vit les esprits des hommes qu'elle venait de tuer s'élever et la maudire avant de disparaître. Les villageois, terrifiés par le pouvoir de Feng, commencèrent à la traiter de démon. Ils lui ordonnèrent de quitter le village et elle obéit en silence. Shu et sa mère la poursuivirent
et lui dire qu'elle n'avait besoin d'aller nulle part. Mais elle répondit qu'elle devait partir, car tout le monde le lui demandait. Sa mère la croyait désormais responsable de ce qui venait de se passer, car Feng avait tué les bandits sous son commandement. Elle la serra dans ses bras et lui promit de retrouver sa famille, avant de l'emmener se cacher au sommet des montagnes. La femme demanda à Feng de les attendre patiemment et lui fit promettre de ne plus jamais tuer personne. Lorsque Feng lui rappela que c'était elle qui avait ordonné le meurtre, la femme garda le silence et lui demanda simplement de les attendre. Elle fit aussitôt ses bagages et quitta le village. Malgré les protestations de Shu, la femme affirma que Feng n'était pas humaine et que, bien qu'elle se soucie d'elle, elle la terrifiait. Shu et sa mère quittèrent donc définitivement le village et Feng les attendit sous la pluie. Elle survécut en mangeant tous les fruits sauvages qu'elle put trouver et vainquit plusieurs pandas venus se battre avec elle. Cependant, en apercevant un bébé panda, elle se souvint qu'elle devait retrouver sa propre famille. Elle continua d'errer comme une folle jusqu'à ce que le destin la ramène à son vieil ami. En 1993, Shu, alors âgé de 50 ans, se vit proposer un poste de directeur d'une nouvelle entreprise de livraison express. Son interlocuteur lui fit part de cas, dont l'un indiquait que Feng avait été arrêté par la police. Shu a été choqué lorsqu'il l'a vu et a immédiatement demandé à l'intervieweur plus d'informations sur la fille sur la photo. Il apprit que la police l'avait arrêtée pour vol à la rue. Elle ne révéla rien, si ce n'est son nom, et la police la plaça en cellule. Mais elle fut libérée le lendemain sans problème. Après avoir entendu cela, Shu accepta immédiatement de se joindre à la livraison express, à condition d'avoir accès à toutes les informations sur les surhumains. Pendant ce temps, Feng continuait de voler, mais son objectif était de nourrir les enfants sans abri. Mais les enfants lui demandèrent toujours de manger en premier, et elle finit par tout manger elle-même. Un jour, elle tomba sur des gangsters qui la kidnappèrent et la vendirent dans un quartier chaud. L'un des clients était en fait un agent mafieux, infiltré, qui connaissait bien Shu. Dès qu'il la vit, il reconnut en elle la fille qu'il recherchait. Lui et ses hommes la traînèrent donc au quartier général de son gang. Il fut submergé par l'émotion lorsqu'ils se retrouvèrent. Dès qu'il serra Feng dans ses bras, elle le reconnut à son odeur, et dès qu'elle se sentit à l'aise avec lui, elle s'effondra. Shu réalisa qu'elle était gravement blessée et avait les mains liées dans le dos. Furieux, il demanda au chef de la mafia d'enterrer vivants les hommes qui avaient maltraité Feng. Après cela, Feng devint membre du convoi express, et depuis ce jour, Shu déploya tous les moyens pour retrouver sa famille. Maintenant que toute l'histoire fut révélée, Shu fut choqué que son père n'ait rien dit à ses enfants. Il avait simplement dit qu'il ne pouvait pas leur faire confiance, mais maintenant qu'il pouvait mourir à tout moment, il décida de tout révéler. Shu releva la tête et demanda quel était le lien avec son grand-père. Shu lui dit de ne pas interrompre le récit. Il lui expliqua que ses recherches lui avaient permis de découvrir que Feng était impliqué dans la Grande Guerre entre surhumains. En 1944, 12 ans plus tôt, il avait découvert d'autres informations liées à ce sujet et était entré dans une forêt où se réunissaient les chefs de nombreux clans surhumains. Shu espérait que quelqu'un serait au courant pour Feng, mais ils découvrirent bientôt le corps de l'un des chefs. Non loin de là, d'autres cadavres gisaient, tous appartenant aux chefs de prestigieux clans surhumains. Ils suivirent la trace de sang et découvrirent un vieux maître combattant, le grand-père de Shulan, jusqu'à ce que, soudain, les organes du vieux maître explosent à l'intérieur. En tombant, il maudit le grand-père de Shulan, le considérant comme le seul détenteur de cet art martial meurtrier. Le vieil homme demanda s'il avait révélé sa position au monde entier, afin que tous les maîtres des arts martiaux viennent le tuer. Le vieil homme accepta, affirmant qu'il les éliminerait tous d'un coup. Le grand-père de Shulan leur conseilla de mourir rapidement avec leurs horribles secrets. Cependant, le grand-père de Shulan était à bout de souffle après avoir combattu plus d'une douzaine de maîtres. À ce moment-là, il sentit la présence de Shu et l'appela, mais dès qu'il vit le visage de Feng, il la reconnut immédiatement, la reconnaissant depuis la guerre. Feng, choqué d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui la connaissait, demanda immédiatement au grand-père de Shulan de lui révéler tout ce qu'il savait. Il s'excusa de ne pas pouvoir lui dire ce qu'elle voulait, mais lui dit que si elle voulait connaître son passé, elle devrait plutôt protéger son petit-fils, Shulan. Il lui demanda de le tenir à l'écart du conflit entre les surhumains, et que seulement s'il était en grand danger, elle pourrait lui dire la vérité. Le grand-père de Shulan dit à Feng que si elle restait avec Shulan, elle trouverait certainement les réponses qu'elle cherchait. Elle demanda au vieil homme pourquoi il devrait lui faire confiance. Le grand-père de Shulan révéla alors quelle était la cause de la grande guerre entre les surhumains. Il révéla également que ses souvenirs perdus étaient également liés à la guerre, et que si elle protégeait Shulan, elle pourrait les récupérer. Elle lui demanda pourquoi il ne protégeait pas son propre petit-fils, et le grand-père de Shulan lui montra une marque de poison qu'il venait de recevoir. Sachant qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre, il demanda à Feng de mettre fin à ses jours.
Avant que le poison ne puisse agir, Feng accepta sa requête et lui laissa la possibilité de recouvrer la mémoire. Et le grand-père de Shulan la remercia. Il lui dit que rien ne le rendrait plus heureux que de mourir de ses mains. Il attira alors Feng contre lui et lui transmit une technique, lui disant que lorsque Shulan entrerait dans le monde des surhumains, s'il était trop faible, elle devrait la lui donner. Mais avant qu'elle puisse lui demander quelle technique il lui avait donnée, le poison se répandit dans le corps du vieil homme. Il supplia Feng de mettre fin à ses souffrances, et elle obéit. Elle a tiré le vieil homme vers le haut, puis lui a transpercé le cœur, alors qu'il lui demandait encore de veiller sur son petit-fils. Après cela, elle a surveillé Shulan à distance et n'est intervenue que lorsque les membres de l'AC se sont mêlés de ses affaires. Finalement, Shulan a du mal à croire que tout cela ait été orchestré par son grand-père, mais Chu lui affirme que c'est vrai. Il demande à Shulan de faire confiance à Feng, tout comme elle avait autrefois fait confiance à son grand-père. Et même s'il ne peut pas le faire, Shu veut que le garçon reste avec Feng. Il lui révèle alors quelque chose de spécial qu'il sait sur son grand-père. Shu lui apprend qu'en 1944, l'un des membres du clan Tenshifu a disparu sans laisser de traces, et le clan a effacé toute trace de son existence. Tout ce que l'on sait, c'est que cet homme était un collègue actuel du chef du clan Tenshifu. Son nom reste un mystère, mais Chu pense qu'il a adopté le faux nom de Chu Die. Il propose à Shulan de participer au tournoi et de rencontrer le chef du clan Tenshifu s'il veut en savoir plus sur son grand-père. Soudain, Chu commence à avoir du mal à respirer et, lorsque ses enfants se précipitent à ses côtés, il leur annonce que son heure est enfin arrivée. Il s'excuse auprès de Feng de n'avoir pu retrouver sa famille avant la fin, puis se met à trembler. Alors que la lumière s'estompe dans ses yeux, Feng pose doucement sa main sur son front et commence à chanter la chanson qu'elle a apprise de sa mère. Shu se souvient des moments passés avec Feng et sa famille, et ils meurent en paix. Quelques jours plus tard, ils se rendent tous sur sa tombe. C'est à ce moment-là que Chulang confie qu'il pensait avoir survécu seul pendant tout ce temps, mais qu'il était constamment protégé par son grand-père, Feng et Shu. Maintenant, il veut les récompenser pour cela aussi. Il veut connaître le passé et restaurer la mémoire de Feng. C'est pourquoi il accepte de participer au tournoi du clan Tenshifu et demande à Feng de reprendre l'entraînement. Ainsi se termine la première saison de l'anime Hitori no Shita. Et si vous voulez continuer, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne, d'accord ?